12h45 chez vous, madame, monsieur, bonjour et voici les titres. Les appareils électroménagers, nous les utilisons au quotidien, mais une fois usés, ils deviennent des déchets électroniques et représentent une menace pour l'environnement. Ils sont nombreux dans la circulation, les engins à 3 roues qui constituent des vecteurs d'insécurité routière. Quelles sont les règles à respecter pour éviter les accidents? On parle aussi dans cette édition de la fabrication des marmites en aluminium, une production menacée par la concurrence des pays limitrophes. Je le disais dans les titres, on les rencontre un peu partout transportant des sachets d'eau ou encore des bidons d'essence. Ce sont les tricycles, des engins à 3 roues qui sont parfois vecteurs d'insécurité routière de par leur mauvaise conduite. Mais quelles sont les règles à respecter par les conducteurs de tricycles pour éviter des accidents? Les réponses dans ce reportage de Mathieu Soukenou, Agnat Bello et Malini Chibozo. Communément appelés cloboto, les tricycles sont des moyens de transport qui atténuent les peines des populations. Ceci en transportant des marchandises et des personnes. Si tu as des marchandises à transporter, on peut les prendre. On remorque aussi des personnes. Et quand on parle de tricycle, il y a deux formes. Il y a tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises. Très courant comme moyen de transport aujourd'hui dans les rues de Cotonou. Et pourtant, les conducteurs de ces engins ne disposent pas d'un permis de conduire approprié. Quand on prend les tricycles comme par exemple tricycle pour transport de passagers et tricycle pour transport de marchandises, nous constatons que la capacité cylindrique de cette tricycle-là est entre 150 et 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut leur donner le permis, s'ils veulent leur passer le permis pour pouvoir conduire cette tricycle-là, c'est le permis A2. Ça veut dire que leur couloir de circulation sur la route, c'est l'extrême droite, comme les deux roues, comme les conducteurs à 2 roues. Donc nous les classons dans cette catégorie-là par rapport au permis que je viens de citer. On observe à Cotonou que c'est le cas, ils ne sont pas détenteurs de permis de conduire, c'est les mêmes conducteurs de 2 roues qui se retrouvent être conducteurs de 3 roues. Un fait qui met à mal la sécurité routière. Le CNSR organise de temps en temps des séances de sensibilisation à l'endroit de ces usagers-là, de ces conducteurs-là, dans les gares routières, les tricycles dont nous parlons pour transport de personnes, de passagers, on les retrouve à Topa, au niveau du pont là. Ils ont un bureau, ils ont leur pack. Nous allons régulièrement sur les packs pour les sensibiliser par rapport à la conduite sur la voie, par rapport à comment partager la route avec les autres usagers de la route. Les tricycles, les conducteurs de tricycles pour marchandises, c'est difficilement qu'on a accès à eux. Eux autres n'ont pas de pack de regroupement. Ça fait que nous avons des difficultés à les atteindre. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à la chose parce que nous avons vu que cette mode, ça a commencé par se développer à Cotonou. Les tricycles dont nous parlons, nous allons les mettre, ils vont commencer par faire la vie technique. Nous sommes en train de penser à ça. Et par rapport à ça, nous allons mettre les deux ensemble. C'est-à-dire que quand ils viennent faire la vie technique, nous les obligeons à aller passer le permis de conduire pour avoir la catégorie conforme. Rappelons que c'est seulement en 2016 que le Centre national de la sécurité routière a commencé par tenir compte des cas d'accidents causés par les tricycles. Puisqu'avant, ils n'étaient pas vecteurs d'insécurité routière.
Le gouvernement burkinabé compte mobiliser 25 milliards de francs CFA pour la collecte de 95 000 tonnes de céréales en vue de faire face à la crise alimentaire qui s'annonce. Selon le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, Jacob Ouedraogo, la situation critique se ressent déjà sur le marché avec une faiblesse de l'offre céréalière par rapport à la normale et des prix assez élevés. Pour le ministre, ce déficit des céréales interpelle toutes les parties prenantes à une prise de mesures anticipatives pour faire face à une éventuelle crise alimentaire à grande échelle. Selon lui, le déficit céréalier a été spécial cette année car la saison agricole humide n'a pas été très bonne à cause de l'attaque des chenilles légionnaires, les poches de sécheresse et l'arrêt brusque des pluies. Les déchets électroniques, encore appelés les e-déchets, sont des sources dangereuses de pollution pour l'environnement. Ces appareils font partie intégrante du quotidien des Béninois, mais une fois hors d'usage, que deviennent-ils? Jules Akoikou, Marcel Arossi et Amandine Agnamboussou pour plus de précisions. Le développement de la science et de la technologie rend l'homme de plus en plus dépendant des appareils. Au bureau comme à la maison, l'homme a besoin des équipements électriques et électroniques au quotidien. L'homme est devenu esclave du progrès. Au Bénin, par exemple, des milliers de tonnes d'équipements électriques et électroniques atterrissent sur le territoire. De façon générale, ces produits nous viennent de l'Occident pour faire court. Principalement, nous avons des grands producteurs tels que la France, il y a les États-Unis, qui, dans la difficulté de gestion ou dans une bonne politique ou stratégie de gestion de ces produits usagés, qui sont finalement des déchets électroniques et électriques, se retrouvent dans la possibilité en fait de convoyer en fait ces produits usagés vers des pays en voie de développement. Je peux vous dire qu'on envoie aussi ces produits-là en Chine. Donc pourtant la Chine, on ne peut plus dire que la Chine est un produit en voie de développement aujourd'hui. Donc en gros, ces déchets proviennent de l'Occident. Mais que deviennent les déchets électriques et électroniques? Selon l'Organisation des Nations Unies, en 2007, le Bénin est passé de 6 000 à 8 000 tonnes de déchets électriques et électroniques. Ces équipements de deuxième main pour la plupart se retrouvent très tôt sur les dépotoirs et décharges. L'eau de pluie, lessive, tous les métaux lourds qu'ils contiennent et cela entraîne la pollution de la nappe phréatique. Les déchets électriques et électroniques qui évidemment constituent une source importante de pollution de l'environnement et donc ces déchets de façon générale qui sont des produits usagés contiennent un certain nombre de produits toxiques et donc qui polluent de façon générale l'environnement. Ceux qui travaillent sur ces déchets sauvages, à force de casser, d'inhaler les gaz et de brûler les plastiques, sont totalement exposés aux maladies et en meurent en silence sans que personne n'arrive à faire le lien entre leur travail et leur décès. Il y a plusieurs composantes de ces déchets-là. Par exemple, il y a une part de plastique, il y a une part de céramique. Donc, il faut recycler. Ça veut dire qu'en temps, il faudra séparer chaque partie qui compose ces déchets-là et maintenant les réutiliser. Donc, les transformer à faire autre chose, d'accord, ou les réutiliser autrement. Dans son œuvre, le manifeste pour la gestion rationnelle des déchets électriques et électroniques au Bénin, l'expert et consultant international en environnement, l'ancien ministre Rogatien Biaou, affirme que les déchets électriques et électroniques présentent des conséquences graves sur la santé humaine et sur l'environnement. Il faut, selon lui, 485 millions de francs CFA par an pour la collecte, le tri, le stockage et le traitement de ces déchets au Bénin. L'économie de l'Éthiopie devrait continuer de croître au cours des 2 prochaines années. C'est du moins ce que dit le rapport intitulé « Situation et perspectives de l'économie mondiale 2018 » qui spécifie que la croissance économique en Éthiopie devrait atteindre 7,3% en 2018 et 7,5%
en 2019. Cela malgré un contexte économique difficile à l'échelle locale et mondiale. Selon le dit rapport, l'économie éthiopienne est en tête de la croissance en Afrique de l'Est, soutenue par l'investissement dans l'infrastructure et l'amélioration de l'environnement des affaires. La forte consommation privée, l'augmentation des investissements et les dépenses publiques consacrées aux infrastructures sont les principaux moteurs de cette performance de l'Éthiopie. Toujours en Éthiopie, plus de 800 000 personnes ont souffert de maladies respiratoires l'année dernière à cause de la pollution atmosphérique. Selon une étude sur la qualité atmosphérique, le niveau de pollution dans la capitale éthiopienne a dépassé la limite fixée par l'Organisation mondiale de la santé. Sur l'ensemble des patients qui ont demandé un traitement médical dans les établissements de santé, 819 900, soit 27,2% d'entre eux étaient des patients atteints de maladies respiratoires. Selon les recommandations de l'OMS pour la qualité atmosphérique, la pollution par les particules ne devrait pas dépasser 20 microgrammes par mètre cube. Toutefois, ce nombre a dépassé les 300 microgrammes dans certaines parties d'Addis Abeba. Selon les données de l'OMS, plus de 12 millions de personnes dans le monde meurent chaque année à cause de la pollution atmosphérique. Les marmites en aluminium plaisent pour leur fabrication artisanale. Cependant, le marché Made in Bénin de ces marmites peine à décoller face à la concurrence des pays ouest-africains. Reportage avec Dean Bouraïma, Mathieu Soukenou et Gloria Oni. Introduit au Sénégal vers 1942, la fonte de l'aluminium de deuxième fusion s'est répandue dans toute l'Afrique. Au Bénin, la fabrication des marmites suite à la dissolution de l'aluminium n'est toujours pas industrielle. Elle est toujours artisanale. Nous fabriquons les marmites avec un mélange sablo-argileux humide. Après conception de différents modèles avec le sable, nous maintenons la forme avec de la poudre. Ensuite, on fond l'aluminium dans un récipient. On verse le liquide obtenu dans une matrice spéciale en forme de l'objectif. Pour que l'aluminium ruisselle, on le porte à 880 degrés Celsius dans un petit tonneau jusqu'à effervescence. Nous agissons sur cette jante et cela aiguise le feu à vite dissoudre l'allure. Voilà comment nous arrivons à avoir le liquide. Les marmites fabriquées ici au Bénin portent des préjugés. Pour certaines femmes, les marmites fabriquées ailleurs sont plus solides et durent plus dans le temps. Pour Bénin, là, c'est les gens qui fabriquent. Les gens sont ici là pour fabriquer. Mais pour Bénin, ça gâte vite plus que pour Ghana. Et c'est ça. Les fondeurs béninois en font davantage pour le perfectionnement de l'œuvre. La différence entre les marmites d'ici et d'ailleurs est que les marmites d'ailleurs sont plus lisses que celles d'ici. Mais nous avons découvert l'aluminium qui rend les marmites lisses et nous en utilisons. Les prix des marmites varient selon leur volume. 2000 kilos, 1500 millions, ça est le et le dit, 1 kilo, 1800 millions, ça est le. Oui, millions, ça est le. Quoi ton temps, 1800, je comprends. Et le dit, 1 kilo et demi, et le 2500. Mais ça, quoi de nous soit quoi, et nous soit quoi, 2000. Les marmites conçues selon une tradition ancienne sont idéales pour toutes sortes de mets et peuvent être utilisées sur toutes sortes de foyers et dans tous les foyers. Merci pour votre aimable attention. Nadège Sani vous donne rendez-vous à 19h45. Quant à moi, je vous dis à demain.